Gilad Karif à la tribune de la Knesset. Et il a dit que affirmer qu'il n'y a pas de civils innocents à Gaza, c'est une honte morale. Et il parlait en tant que rabbin, en tant que dépositaire de quelque chose comme la sagesse juive. Donc oui, le judaïsme est en jeu. Ce ne sont pas simplement deux idées d'Israël qui s'affrontent, ce sont aussi deux idées incompatibles de judaïsme. Bonjour à tous. Un mot pour remercier ceux qui nous soutiennent financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, qu'on peut continuer d'aller de l'avant, d'approcher des gens et de se projeter à long terme dans ce projet-là. Si vous voulez nous soutenir justement, vous pouvez vous abonner de façon totalement gratuite au projet, mais vous pouvez aussi vous abonner sur Patreon, également sur YouTube. Il y a deux options qui s'offrent à vous. Patreon, le lien est dans la description. YouTube, vous allez juste en bas comme ça parce que vous êtes abonné, mais vous avez aussi rejoindre, se joindre. Vous pesez là-dessus et dans les deux cas, ça vous donne accès aux épisodes 3 semaines d'avance sans publicité ainsi qu'à du contenu exclusif. Sinon, à mardi prochain. Merci. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Aujourd'hui, le philosophe, un des plus grands penseurs de son temps, Alain Finkielkraut. Bienvenue, monsieur. Merci. J'ai lu il y a quelques années dans un livre qui compose votre œuvre, c'est un parmi tant d'autres, L'ingratitude, 1999, que nous sommes tous des Québécois. Vous parliez en votre nom et en celui des Français. Ça m'a intrigué. Je me suis dit un jour, je vais l'asseoir devant moi et je vais lui demander de préciser sa pensée. Oui, nous sommes tous des Québécois. Je pourrais dire aussi, nous sommes tous des Tchèques. C'est Kundera qui a forgé le concept de petite nation. Il dit ce n'est pas un concept géographique. Une petite nation, c'est une nation dont l'existence est en question. Il ajoute que le premier vers de l'hymne polonais, c'est « La Pologne n'a pas encore péri ». Cette phrase, dit-il, est inimaginable pour l'Angleterre, pour la France, pour l'Espagne. Et le Québec est par essence une petite nation, puisque c'est une nation même qui veut, ou dont ses membres les plus dévoués, les plus investis, veulent accéder à la dépendance, se défaire de la tutelle d'Ottawa pour vivre leur vie. Et quand je dis « nous sommes tous des Québécois », c'est que je pense que la France est en train de devenir elle-même une petite nation. Et là, je citerai Simone Veil, qui, dans l'enracinement, écrit, si je me souviens bien, qu'elle éprouve pour la France un patriotisme de compassion, qu'elle définit ainsi la tendresse pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable. Et c'est ce sentiment qui m'étreint aujourd'hui vis-à-vis de la France. À ma grande surprise, il fut une époque où la France ne représentait rien de particulier pour moi. Ce n'était pas une identité, c'était une carte d'identité. J'étais spontanément universaliste. Et quand j'ai vu l'héritage se défaire de l'intérieur, du fait d'une crise peut-être terminale de la transmission, de l'extérieur, du fait d'un changement démographique, disons, ingouvernable, immaîtrisable, c'est là qu'effectivement, je me suis mis à aimer la France, à sentir à quel point j'étais français, comme les Québécois, défendant leur langue, se sentent québécois.
C'est lorsque vous êtes passé d'un printemps à l'autre. C'est votre formule. Voilà, exactement. Oui, parce que, évidemment, je suis né en 1949. Donc, en 1968, j'avais 19 ans. J'avais 19 ans. Donc, j'ai suivi le mouvement. La jeunesse, c'est l'âge du conformisme. J'adore cette invention verbale de Philippe Muret, les mutins de Panurge. J'étais un mutin de Panurge. Donc, je me révoltais comme on se révolte, je m'indignais comme on s'indigne, je manifestais comme on manifeste. C'était ce que Heidegger appelle la tyrannie du on. Et puis, j'ai grandi, j'ai vieilli, et j'ai compris la différence entre les deux printemps. Il y avait une coïncidence entre mai 68 et le printemps de Prague, donc on a cru que c'était deux symptômes d'une même rébellion. Et c'est Kundera qui m'a ouvert les yeux, en définissant le printemps de Prague comme la révolte populaire des modérés. Ce mot de modéré, ce mot de révolte, pour moi, n'allaient pas ensemble. Mais Kundera, c'était le printemps de Prague, c'était la sortie du communisme. Et il dit aussi que ce n'était pas du tout un mouvement de jeunesse, ni d'apothéose révolutionnaire, mais un moment dirigé par des adultes et un moment de scepticisme post-révolutionnaire. Et donc oui, j'ai coutume de dire que bien que j'arrive, hélas, à l'automne de ma vie, je suis passé, en réalité, d'un printemps à l'autre. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais il n'y a rien qui nous impressionne plus que des gens de conviction, que des gens qui tiennent bon, qui tiennent la ligne. Et pourtant, vous, peut-être que la plus grande grâce de votre vie, ça aura été de changer d'avis, finalement, de voir le monde d'une certaine façon pour ensuite, et de le vivre pleinement, cette jeunesse, d'être dans la rue en 68, et ensuite de voir autre chose. Est-ce que vous voyez les choses ainsi? Vous considérez-vous chanceux d'avoir connu ce parcours? Oui, je suis content d'avoir ouvert les yeux à une époque de ma vie, à la fin des années 70, à la lecture de Kundera et d'autres penseurs venus d'Europe centrale, comme Czesław Miłosz, par exemple. Et oui, ça a été pour moi effectivement très important. Alors ensuite, est-ce que j'ai continué à changer d'avis? Je n'en suis pas sûr. Je pense que j'ai approfondi ma réflexion. Par exemple, j'ai écrit La défaite de la pensée en 87, je crois, et c'était là encore sous l'influence de Milan Kundera. Celui-ci a publié dans la revue Le Débat, en novembre 1983, un article qui est pour moi capital. Un Occident kidnappé, la tragédie de l'Europe centrale. Déjà, Occident kidnappé, c'est un oxymore. L'Occident, c'était la puissance. Et là, tout d'un coup, je vois qu'il pouvait y avoir un Occident kidnappé, un Occident frêle, fragile, pour reprendre l'adjectif de Simone Weil. La tragédie de l'Europe centrale. L'Europe centrale, et non pas seulement l'Europe de l'Est, l'Europe centrale. Et à travers cette tragédie, Kundera nous donne la définition de l'Europe. Il dit, l'unité de l'Europe, c'était d'abord la religion. Et puis, Dieu a quitté la place. Deus absconditus. Dieu s'est absenté. Et ce qui a fondé l'unité de l'Europe, dit-il, à l'aube des temps modernes, c'est la culture. Et tout d'un coup, donc, l'Europe m'est apparue pour ce qu'elle était. Une civilisation dont l'unité reposait sur la culture et pas simplement une construction. Moi, j'habitais un des pays de la construction européenne.
une construction européenne qui s'était édifiée, si vous voulez, contre son histoire. Une histoire terrible qui a débouché sur la catastrophe hitlérienne. Donc il fallait rompre même avec cette histoire. Et qu'on dirait, non, les choses ne sont pas si simples. Les nations ne sont pas réductibles au nationalisme, ni a fortiori à l'hitlérisme. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Donc voilà, comme l'a dit Ricoeur, nous devons nous penser face à l'Europe, non seulement comme des innovateurs, mais aussi comme des héritiers. Je prenais acte de cet héritage de la culture. Et Kundera dit, voilà, la culture, la civilisation, la religion a cédé la place, et voici que la culture, à son tour, cède la place. Et il se demande à quoi. Il énumère des hypothèses. Et j'ai essayé de répondre à cette question dans la défaite de la pensée. À quoi la culture cède-t-elle la place ? Et ma réponse, c'est que nous assistons au crime parfait. La culture cède la place au culturel, au tout culturel. Il n'y a plus de culture dès lors que tout est culturel. Et parce qu'en effet, sous l'action d'une égalité devenue folle, les dissymétries disparaissent, tout est mis sur le même plan. Le nihilisme triomphe, non pas sous la forme grossière du tout est permis, vous savez, la phrase des frères Karamazov, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Non, sous la forme de tout est égal. Voilà le nihilisme dans lequel nous risquons de sombrer. Voilà ce que j'appelle la défaite de la pensée, à la suite, encore une fois, de Milan Kundera. Mais c'est vrai, vous n'avez pas changé d'avis par la suite. Par contre, vous êtes demeuré curieux. Et si certains étaient tentés de dire c'est un homme qui a une pensée fermée, ils n'ont pas écouté Réplique. Réplique, vous recevez depuis 1985, chaque semaine, des intellectuels, des écrivains, vous avez reçu des poètes, vous avez reçu des hommes politiques, des femmes politiques. J'aurais tout pu conjuguer au féminin, est-ce nécessaire? Et des gens qui ne pensent pas comme vous, et des gens que vous écoutez. Cette faculté d'écouter celui ou celle qui ne pense pas comme soi, est-ce que vous estimez qu'elle se perd? En tout cas, je n'arrête pas de rencontrer des gens qui n'étaient pas nés quand j'ai commencé Réplique, comme vous. Ça fait bizarre. 1985, en effet. 40 ans. 40 ans. Et cette émission m'est de plus en plus chère, je dois dire. J'aimerais pas être congédié pour cause de grand âge. Donc, j'espère que ça arrivera le plus tard possible. Réplique, pour moi, là, je place cette émission sous le patronage de ces deux vers de La Fontaine. À la dispute est d'un grand secours, sans elle on dormirait toujours. Oui, on a besoin de la conversation, précisément pour être réveillé. On a besoin d'être contrarié. On a besoin d'être secoué. On a besoin de mettre ses certitudes à l'épreuve d'une pensée autre que la sienne. C'est un exercice capital, c'est même l'hygiène de la pensée. J'essaye de m'y livrer hebdomadairement sur France Culture, et il est vrai que c'est devenu ou redevenu très difficile. Quand s'est dissipée l'illusion totalitaire, la conversation civique a repris ses droits en France. On ne pensait plus la politique sur le modèle de la guerre. On a longtemps vécu au XXe siècle sous le modèle de la formule de Clausewitz inversée. La politique et la guerre poursuivies par d'autres moyens. C'était l'engagement au sens de Sartre. Sartre s'engageait, et il s'engageait dans le bon combat, dans le combat des exploités contre les exploiteurs. C'était la phrase de Nizan. Il n'y a plus... Deux humanités se font face,
celles qui écrasent et qui n'ont que la haine pour lien, celles qui écrasent et celles qui ne consentent pas à être écrasées. Et à être écrasées. Maléfice du chiffre 2. C'était ça l'engagement. L'engagement au sens militaire. On fait la guerre. On fait la guerre à un ennemi. Un ennemi. Et puis, il y a eu cette dissipation de l'illusion totalitaire, et tout le monde a commencé à se reparler. C'est un moment qui a commencé dans les premières années 80, et qui a été brutalement interrompu en 2002, avec la parution du livre de Daniel Lindenberg, Le rappel à l'ordre, enquête sur le nouveau réactionnaire. Tout d'un coup, un livre commandité par Pierre Rosanvallon, alors professeur au Collège de France. Tout d'un coup, la liste noire refaisait surface. On dressait la liste de ceux qui font le procès de mai 68, de la culture de masse, du droit de l'homisme, de l'islam. Donc naissait alors le concept d'islamophobie. Tout cela, et heureusement pour moi, j'ai appartenu à la liste, parce que t'es vraiment une dream team, comme on ne dit pas au Québec. Il y avait Pierre Manant, Marcel Gauchet, Philippe Muret. Oh, je sais bien, vous étiez au chaud. Heureusement, j'étais dedans. En plus, il m'était reproché, moi, de dénoncer la montée d'un antisémitisme dont la réalité était, disait Lindenberg, sujet de la caution. Mais Pierre Manant était la principale cible parce qu'il faisait la critique de l'islam. Et là, on a vu l'installation au poste de commande de l'idéologie, à la place du marxisme défunt, de l'antiracisme. Il y a l'antiracisme et qui dénonce les racistes. Et les racistes sont les ennemis du genre humain. Plus condamnables encore que les capitalistes de naguère. On ne parle pas avec eux. On les fait taire. On les élimine. Et cet antiracisme purement idéologique sévit de plus belle aujourd'hui. Et c'est ça qui rend la discussion extraordinairement difficile, si vous voulez. Parce que, je le vois bien pour ma part, je suis traité de raciste plus souvent qu'à mon tour, du fait de mes réflexions sur le changement démographique, sur l'islam et les liens entre l'islam et l'islamisme, du fait de ma réflexion sur le conflit israélo-palestinien. Donc vous voyez, un nouveau dualisme s'est installé, qui n'est plus la lutte des classes, mais la lutte des racisés contre les racistes. Oui, et le dialogue est sans dire impossible, il est difficile. C'est même, en fait, un spectacle chaque fois. On n'est plus habitué. Ça surprend l'œil. Lui ne pense pas comme elle, et ils parlent, ils discutent, ils se font face. Est-ce que vous avez de la difficulté à réunir des gens plus qu'avant? Puisque vous avez quand même comparé l'époque d'aujourd'hui à celle d'avant, il y a eu un entre-deux. Est-ce que c'est encore plus difficile? Non, mais enfin, il y a des gens qui refusent. Si vous voulez. Certaines féministes, par exemple. Ça, le néo-féminisme est devenu un terrorisme intellectuel. Ça, c'est terrible, c'est terrible. Alors que moi, je me félicite de toutes les victoires du féminisme. L'indépendance des femmes est un des acquis de la deuxième moitié du XXe siècle, et c'est merveilleux. Donc, mais le néo-féminisme, c'est tout autre chose. C'est une sorte de généralisation aussi, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et c'est le continuum, c'est-à-dire violence sexiste et sexuelle, VSS. Il y a un continuum entre la blague lourde et la pénétration forcée. C'est la même chose, c'est des violences, etc. Il faut les dénoncer, il faut mettre hors d'état de nuire les hommes qui sont comme ça. Et vous avez par exemple un numéro de la revue Philosophie Magazine consacré à Hannah Arendt, et l'une des philosophes qui a participé à l'élaboration de ce numéro, revenant sur l'affaire Gisèle Pellicot, vous savez, cette femme
qui a été violée dans son sommeil par une cinquantaine d'hommes, eh bien, l'article était intitulé « La banalité du mal ». M-A, accent circonflexe, L-E. Tous les hommes, sur le modèle des violeurs de Gisèle Palicot. Et dans une revue philosophique de bonne tenue. Et donc, ça, c'est terrible. Donc, j'invite Mona Chollet, par exemple, elle refuse de venir. J'invite une autre féministe qui a enseigné longtemps à UCLA, Laure Murat. En plus, pour un débat sur Proust. Elle venait d'écrire sur Proust. Elle refuse. J'ai aussi le refus de certains philosophes français. Et je les nomme parce que, franchement, qui prennent leurs responsabilités. Étienne Balibar, oui, qui ne supporte pas ma critique de l'antiracisme idéologique. Et Jacques Rancière, philosophe qui a une entrée d'ailleurs dans le Larousse, et pour lequel, vous savez, la loi sur le voile islamique à l'école, par exemple, est islamophobe, et pour lequel l'islamo-gauchisme est un concept totalement mensonger. Et donc je l'invite, il y a très récemment encore à une émission, il ne veut pas me parler. On ne parle pas un raciste, voilà. Mais, si vous voulez, heureusement, ce sont encore des cas exceptionnels. Je reçois aussi des gens qui sont proches idéologiquement de la France insoumise et qui acceptent de venir. Ah, j'ai tenté le coup avec Jean-Luc Mélenchon, mais là, j'ai échoué. Donc, c'est vrai, il y a des gens qui, effectivement, considérant qu'ils sont engagés dans une lutte pour l'émancipation du genre humain, considèrent qu'ils n'ont pas d'adversaires légitimes, mais exclusivement des ennemis à abattre. Et pourtant, j'ai encore fait l'inventaire ce matin des conversations qui ont mené à la mort de quelqu'un et je suis arrivé à 0. Ça n'arrive pas. Le débat, c'est bien le contraire du combat, oui. J'imagine. Donc, du débat... Ah oui, c'est d'ailleurs la revue. C'est-à-dire que la revue de Pierre Nora, le premier numéro est paru le jour de la mort de Sartre. Le débat, c'était un titre choisi contre l'idée du combat. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que le débat a mis la clé sous la porte. Alors, je dirais, faute de combattants, faute de débatteurs. Non, mais il est vrai aussi que le durcissement du climat intellectuel est pour beaucoup dans cet arrêt de l'aventure. Et puis aussi, plus généralement, les difficultés dans lesquelles se trouvent les revues aujourd'hui. On ne lit plus de revues. On lit en ligne, donc on lit tel ou tel article éventuellement, mais les revues qui ont une telle importance tout au long du XXe siècle disparaissent de notre horizon. Mais là, on en revient à la phrase de Kundera, la culture, c'est de la place. Monsieur Finkielkraut, on m'a dit qu'il n'y a pas beaucoup d'écrans à la maison, que c'est pas quelque chose qui fait partie de votre vie et que c'est même pas un effort, que c'est plutôt une posture, c'est qui vous êtes. Est-ce que c'est un effort? Est-ce que vous faites un effort pour les fuir ou vous les fuyez avec... Ce n'est pas un effort pour moi de fuir les portables. Je ne sais pas m'en servir. J'arrive même pas à faire un numéro de téléphone avec mes doigts gourds. Donc je peux même pas faire un SMS. L'ordinateur, je ne sais pas m'en servir, donc c'est pas un effort. Et je n'aime vraiment pas ça. La télévision, il y a une télévision qui trône dans mon appartement. Mes parents se sont procurés la télévision très tôt. C'est-à-dire, j'avais 5 ou 6 ans. Je me souviens, la télévision est arrivée, et il y avait ces émissions effrayantes le samedi après-midi. Je crois que c'était un samedi, qui s'appelait Les 36 chandelles, une émission de Jean Nohain. C'était pas ce qu'on appelle la comédie musicale, ce qui existait avant, enfin bref, peu importe. Et puis donc, j'ai grandi avec la télévision. Et depuis, je ne sais pas me passer de la télévision.
il faut l'avouer, à ma grande honte, je zappe sur les chaînes d'information continue. Je vais de l'une à l'autre. Je regarde un peu CNews, Mathieu Bocoté, et puis CNews m'énerve, Ksenia Fedorova, la propagande poutinienne. Alors, je passe sur BFM, qui m'énerve quand il s'agit simplement de nous dire que Patrick Bruel est un violeur multirécidiviste, mais que par ailleurs, bien sûr, on se doit de respecter la présomption d'innocence. Les deux à la fois. Donc cette hypocrisie me conduit à mettre LCI, qui, fort heureusement, n'a pas oublié l'Ukraine. Donc voilà, il y a ça. Et puis, le soir, avec mon épouse, nous voulons nous délasser. Alors nous mettons Netflix. Alain Finkielkraut regarde Netflix? Nous regardons des séries. Nous avons regardé une série qui a été plusieurs saisons. Une série médicale, hospitalière, qui s'appelle The Resident. Et j'adorais The Resident. J'adorais ça. Et on regardait quelquefois 3 numéros de suite, 3 épisodes de suite. Donc, je perds du temps avec la télévision, c'est vrai. Mais par ailleurs, les nouvelles technologies m'affolent complètement. Le scrolling sur le portable, les enfants qui vont se coucher et qui mettent immédiatement leur ordinateur et donc qui ne lisent plus, tout ça c'est terrible. La télévision prend du temps sur le livre, mais les nouvelles technologies, c'est le coup de grâce. Vous savez qu'il y a même des gens qui se rencontrent là-dessus désormais. On vous l'a dit, il y a des applications de rencontres. Donc, on voit passer des visages, on est célibataire et il faut être vraiment frappé rapidement par la beauté ou quelque chose d'autre de cette personne-là parce qu'on passe à l'autre. C'est très loin de ce que vous avez connu. Ah oui, c'est très très loin. C'est très loin. C'est un tout autre monde. Et effectivement, ça me fait penser à cette phrase extraordinaire de Reims Semproun. Le vrai problème, ce n'est pas quel monde allons-nous léguer à nos enfants, mais à quels enfants allons-nous léguer le monde. Et c'est vrai, quand on les voit regarder TikTok, Instagram, Facebook, et tout ça, des heures et des heures durant, on a de quoi être saisi d'angoisse. Vous pensez que c'est le signe de quoi? Parce que certains disent que c'est une drogue, et alors la conversation s'arrête. La drogue, on s'intéresse peu à pourquoi elle happe si fort, elle est composée chimiquement pour le faire. Mais est-ce que c'est aussi simple que ça avec les écrans, ou est-ce qu'on n'essaie pas d'échapper au monde, et alors là, le philosophe est requis pour comprendre pourquoi? Je ne sais pas. C'est d'abord une facilité. C'est ça qui est excellent. Les plus hautes technologies réussissent parce qu'elles dispensent de tout effort leur utilisateur. Et c'est ça qui est absolument terrifiant. Des technologies ultra performantes qui demandent une intelligence extraordinaire sont mises au service de la paresse et même de la bêtise. L'apothéose étant l'intelligence artificielle qui est en train de mettre l'humanité de côté. C'est ce que Günther Anders appelait, avant même qu'on ait pensé à l'intelligence artificielle, l'obsolescence de l'homme. Nous entrons dans l'ère de l'obsolescence de l'homme. L'homme ne servira plus à rien, il sera réduit au loisir, alors même que nous ne savons plus occuper le loisir. Le loisir, c'était effectivement la plus haute activité des Grecs et des Latins, parce que c'était le loisir studieux. Mais maintenant, c'est le loisir de quoi? C'est l'hébétude. Vous voyez, c'est terrible. Le progrès le plus sophistiqué qui nous convie à la totale, à la facilité terminale de l'hébétude. Israël-Palestine. Je veux vous lire une phrase que vous connaissez de Elie Wiesel. C'est d'ailleurs vous qui me l'avez apprise.
Je ne critique jamais Israël, c'est le prix à payer pour avoir choisi de ne pas y vivre. Euh, c'est donc le point de vue d'un homme qui n'habite pas dans ce pays et qui se dit « Que sais-je de ce que c'est que d'y vivre? » Et alors, peut-être que je devrais me garder, comme on dit au Québec, une petite gêne à critiquer ce pays. Comment vous composez avec ce qui n'est pas une consigne, ce qui est une façon, ce qui est une éthique de vie? Avez-vous quand même pas l'impression que ça nous empêche de réfléchir pleinement à ce qui se passe là-bas quand on décide d'adopter la posture suivante? Je ne sais pas si Elie Wiesel aujourd'hui, devant les agissements notamment d'Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale, ou de Bezalel Smotrich, le ministre des Finances, s'exprimerait encore de cette façon. Un ministre qui fait voter à la Knesset la peine de mort pour les terroristes uniquement palestiniens et qui fête le vote favorable en sabrant le champagne. En sabrant le champagne. On peut dire, oui, il faut la peine de mort. Moi, je ne le dis pas, mais on peut dire, mais sabrer le champagne. Un ministre qui porte un nœud coulant sur le revers de son veston. Un ministre qui, arrivé au pouvoir, diminue les rations alimentaires des prisonniers palestiniens. Que dirait aujourd'hui Elie Wiesel? Et j'ajoute, moi non plus, d'une certaine façon, je ne critique jamais Israël. Mais le problème, c'est qu'Israël n'est pas un, Israël est plusieurs, et au moins deux. Il y a en Israël les héritiers d'Yitzhak Rabin, et il y a en Israël les disciples proclamés de son assassin, comme les ministres dont je vous ai cité les noms. Alors de quel Israël suis-je solidaire? Quand je critique Israël, c'est au nom d'un autre Israël. C'est par amour de cet Israël-là. Bien sûr. Et parce que je me sens concerné, je me sens embarqué. Vous savez, on me fait un très mauvais procès dans la communauté juive française parce que j'aurais dit « j'ai honte d'Israël ». Non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit « j'ai honte de ces ministres, honte de certains habitants d'implantation de Cisjordanie et des exactions, des pogroms qu'ils commettent en Cisjordanie. Et pourquoi ai-je honte? Parce que je suis impliqué, parce que je suis concerné, parce que je suis embarqué, parce que c'est mon peuple. C'est mon peuple, donc ça me touche de l'intérieur. De l'intérieur. Je ne peux pas rester extérieur et je ne peux pas non plus me contenter de dire Israël est exposé, je n'ai pas le droit de lever la voix. Oui, c'est vrai, il faut y penser. Il faut y penser. Et les Israéliens vont souvent aux abris, et notamment ceux du nord d'Israël. Il y a beaucoup de légèreté chez ceux qui disent, par exemple, que la guerre au Hezbollah est une guerre impérialiste, une guerre de conquête. C'est écrit tous les jours dans des journaux comme Libération et Le Monde. Cette guerre est terrible. Les Israéliens vont-ils trop loin? Mais le Hezbollah continue à bombarder Israël avec des drones, aujourd'hui encore. Et le Hezbollah a lancé la guerre contre Israël à la demande de l'Iran. Le Hezbollah, ce n'est pas le Liban. Le Hezbollah, c'est le bras armé de l'Iran. C'est en fait une force d'occupation au Liban. Cela, il faut être capable de le dire. Or, beaucoup ne le disent pas. Et moi, je comprends très bien les Israéliens qui disent « il faut en finir avec le Hezbollah ». Ça ne veut pas dire conquérir le sud Liban, ça veut dire mettre le nord d'Israël à l'abri parce que les gens sont obligés de vivre sous terre ou bien même de quitter le nord du Liban. Cela n'est pas tolérable. On devrait le comprendre. Mais
il n'empêche, les Palestiniens sont majoritaires en Judée-Samarie. Je veux bien dire Judée-Samarie. Alors qu'est-ce qu'on fait? On décide que Dieu a donné cette terre à Abraham et que les Palestiniens n'ont qu'à se soumettre ou à s'en aller? Ou bien alors, on décide, on va vivre dans un grand Israël, qui en fait reste tout petit, mais quand même, et donc, au bout d'un certain temps, les Palestiniens seront majoritaires dans l'État construit pour que les Juifs forment la majorité. C'est bien ce que Amos Oz, l'écrivain Amos Oz, avait en tête quand il disait que Netanyahou a formé les gouvernements les plus anti-sionistes de l'histoire d'Israël. Bien sûr, le sionisme risque de mourir avec cette politique d'annexion. Donc moi, je trouve que l'antisionisme est une idéologie atroce. C'est parce que j'aime le sionisme que je critique avec autant de véhémence la politique suivie par Netanyahou depuis 1996. Vous vous êtes engagé dans un combat que peut-être certains estiment pas nécessaire, puisque vous en êtes à l'automne de votre vie. Vous défendez une idée de ce que c'est qu'être juif, alors que pour certaines personnes, être juif, ça voudrait dire défendre les politiques d'Israël coûte que coûte. Vous dites non, et vous êtes même allé jusqu'à dire que certains des plus hauts placés dans l'État d'Israël ne sont plus juifs, puisqu'ils défendent mal ce que c'est que d'être juif. Non, je pense, si vous voulez, que l'âme d'Israël est en péril avec cette politique menée par Benjamin Netanyahou et ses ministres fondamentalistes. Mais plus que ça, l'âme du judaïsme. Oui, le judaïsme est en jeu. Si, pour certains, le judaïsme, ça consiste à dire Dieu a promis cette terre à Abraham, la Bible est un catastre, et le reste, on s'en fout, que reste-t-il du judaïsme? Si les mêmes, au nom de la promesse, vous expliquent qu'il n'y a pas de juifs innocents, qu'il n'y a pas, de civils innocents à Gaza, alors où va-t-on? Or, ce discours se tient dans les franges extrémistes de la société israélienne. Il n'y a pas de civils innocents à Gaza. Et j'ai en mémoire ces propos tenus par un rabbin libéral, Gilad Karif, à la tribune de la Knesset. Et il a dit que affirmer qu'il n'y a pas de civils innocents à Gaza, c'est une honte morale. Et il parlait en tant que rabbin, en tant que dépositaire de quelque chose comme la sagesse juive. Donc oui, le judaïsme est en jeu. Ce ne sont pas simplement deux idées d'Israël qui s'affrontent, ce sont aussi deux idées incompatibles de judaïsme. De façon réaliste, de façon donc politique, comment on peut... je ne sais même pas si on peut utiliser cette expression-là, j'allais utiliser la suivante, mettre un terme à ce conflit-là. Vous restez quand même, je pense, partisan de l'idée d'une solution à deux États, mais de façon réaliste. Véritablement, comment on peut en arriver là? Je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas. Il faudrait... Vous voyez, parce que les Israéliens qu'on accuse d'impérialisme depuis la guerre des 6 jours se sont retirés du Liban au début des années 2000. En récompense, ils ont le Hezbollah. Israël s'est retiré de Gaza. 2005. En récompense, il a eu le Hamas et le 7 octobre.
que se passera-t-il si Israël se retire d'une grande partie de la Cisjordanie? Beaucoup d'Israéliens sont fondés à penser que ce sera le Hamas aux portes d'Israël. Donc, de nouveau 7 octobre. Et ils sont tétanisés par cette perspective. Et Israël est paralysé aujourd'hui par l'alliance mortifère des fanatiques et des tétanisés. Mais il faut briser cette alliance. Israël et les Palestiniens, les Israéliens et les Palestiniens ne s'en tireront que par la séparation nationale. Sinon, il y aura de plus en plus de violence, de plus en plus de brutalité, et peut-être une épuration ethnique de très grande ampleur. Donc, vous voyez, cette solution s'éloigne, et il n'y a pas d'autre solution. Sinon une perpétuation terrifiante du statu quo. Alors je ne dirais pas forcément un État palestinien. Je pense qu'il faudrait une confédération jordano-palestinienne. Il suffit de regarder une carte pour le comprendre. La Palestine, c'est un kyste. Donc, c'est pas comme ça. Mais ce qu'il faut, c'est une forme de séparation. Alors peut-être que dans cette confédération des villes juives, des implantations juives auront leur place. Si ceux qui vivent à Jéricho, à Naplouse, etc., ou à Hébron, acceptent de vivre sous autorité palestinienne, ça peut se concevoir. Mais enfin, il faudra quand même un démantèlement d'une grande partie des implantations. Et il est vrai, vous avez raison, qu'on n'en prend pas le chemin, mais ceux qui pensent que la solution, que l'idée de la séparation a vécu, n'ont pas d'autre solution à proposer, sinon ce statu quo mortifère. J'ai bien l'impression que il reste encore... vous vous rappelez la phrase de Ben Gourion, le soir des célébrations? Il avait dit, il n'était à l'écart de la fête et on lui a demandé pourquoi il ne célébrait pas. Il a dit je regarde tous ces gens qui demain partiront en guerre. J'ai l'impression qu'il reste encore beaucoup de ces gens qui ne voient pas effectivement un aboutissement autre que celui-là. Des gens qui, vous les appelez les tétanisés, effectivement. Ils ne peuvent pas faire équipe avec des gens qui sont fanatiques. C'est comme lâcher un chien dans un jeu de quilles. J'ai eu la chance d'aller prendre un café avec vous tantôt. Vous êtes arrivé un peu d'avance. Vous m'avez dit que votre mémoire faisait un peu défaut. Je vous entends souvent parler de votre peur d'oublier. Je trouve franchement que vous vous souvenez de beaucoup plus de choses que vous le pensez. Tout est au bout de vos doigts. Vous les cherchez à peine, ces choses-là. Ça vous obsède, M. Finkielkraut, cette peur d'oublier? Non, ce qui m'obsède est plus personnel. Malheureusement, je suis à l'automne de ma vie, même si je suis passé en fait d'un printemps à l'autre. Et ma peur, comme beaucoup de gens de mon âge, c'est la maladie neurodégénérative. Si vous voulez, donc quand je commence à oublier les noms propres, voire parfois les noms communs, je suis saisi d'angoisse, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai connu ça autour de moi. J'ai vu ça. J'ai vu l'Alzheimer, j'ai peut-être vu, ou alors la démence sénile, mais je l'ai vu. J'ai vu que c'est un phénomène très long. C'est un processus inexorable. On croit que la personne a touché le fond. Il y a toujours plus bas que le fond. Et on perd progressivement même l'usage de la parole, après la mémoire, et surtout, on est au début, et même tout au long de cet long processus, on est déprimé. L'écrivain Serge Rezvani, sa femme Lula, a été atteint d'Alzheimer, et il a parlé de l'immense chagrin de se savoir en état de destruction mentale. C'est une phrase absolument extraordinaire. Et
je voudrais que cet immense chagrin me soit épargné. Je pense à ce vœu exprimé par Paul Ricoeur, qui est mort effectivement très âgé. Être vivant jusqu'à ma mort. C'est tout ce que je me souhaite. Je n'attends rien de l'au-delà, parce que, hélas, pour moi, je ne crois pas en l'au-delà. Je prie seulement, quand je prie, pour être vivant jusqu'à ma mort. Il y a quelque chose d'injuste aussi dans cette maladie, parce que beaucoup de gens font l'effort de se souvenir des choses, de les écrire, de tout faire finalement pour échapper à ça, et ils sont frappés par ça. Pas que les autres le méritent, mais il y a des gens qui font tout en leur possible pour que ça ne leur arrive pas, et ça leur tombe sur la tête. Bien sûr. Alors souvent, les gens me disent, mais bon, vous passez votre temps à réfléchir, vous avez votre émission, etc. Vous exercez votre cerveau. Mais j'ai connu un immense écrivain qui a été atteint de la maladie d'Alzheimer. Et franchement, normalement, ça n'aurait pas dû le toucher. Donc, si vous voulez, cette maladie ne fait pas exception, ne choisit pas entre ceux qui utilisent leur méninge et ceux qui partent à la retraite trop tôt. C'est bien Milan Kundera, cet écrivain. Je veux qu'on se laisse sur une note positive. Allons-y. Positive. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous donne espoir? Et vous avez le choix. Vous pouvez prendre des choses anciennes, d'un monde ancien et qui subsistent, ou des choses que la modernité a inventées. Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste et qui vous fait dire des fois, la fête n'est pas finie? La fête n'est pas finie? Oui. La fête étant le monde que vous appréciez. Je ne sais pas. Écoutez, la littérature, de toute façon, relève du miracle. Donc, les chefs-d'œuvre sont imprévisibles. Et je me rends compte qu'il y a encore des lecteurs, malgré tout. Il y a une baisse générale de la lecture. Ça, tous les éditeurs vous le diront. Mais l'année dernière, il est paru un livre très exigeant, un roman très exigeant de Laurent Mauvigné. Il a eu le prix Goncourt, si ma mémoire est bonne, et c'est une fresque tout à fait extraordinaire du XXe siècle. Et il a trouvé plusieurs centaines de milliers de lecteurs, et j'en suis d'autant plus ému que c'est un livre exigeant, un livre difficile, qui demande, notamment au début, un véritable effort. Et il n'a pas découragé le lecteur, et il fait 500 pages. Donc là, je me dis, bon, les miracles sont encore possibles. Il reste un peu de musique aussi. Hein? Il reste un peu de musique aussi. Dans ce monde. Ben oui. Ben oui, bien sûr. Ben non, mais c'est bien ça. S'il n'y avait plus de musique, il n'y aurait plus d'espoir. Parce que sûr, c'est Nietzsche qui sûr. disait que sans Alors, la musique... malheureusement, je ne suis pas mélomane. Alors ça, c'est d'ailleurs une des tristesses de ma vie, mais pas seulement de ma vie. Mon père a grandi à Varsovie. Et il était heureux dans sa Varsovie natale. Et avec ses copains, il allait à l'opéra tous les jours. Et il connaissait tellement Carmen, etc., qu'ils montaient au poulailler et qu'ils écoutaient le dos à la scène. Parce qu'ils s'en foutaient, ils avaient vu la mise en scène, etc., juste pour écouter. Il a émigré en France. Cet exil a été extrêmement douloureux pour lui. Au début des années 30, il n'avait plus d'amis, etc. Il est retourné en Pologne pour essayer d'y vivre. Mais l'antisémitisme était tellement effrayant qu'il a dû rentrer en France. Et c'est de France qu'il a été déporté. Mais voilà, la musique avait disparu de sa vie. Complètement. Donc on n'avait pas d'électrophone à la maison. Lui qui chantait très bien ne m'a jamais emmené à l'opéra. Et la musique se transmet, c'est une transmission essentiellement familiale. Nous avions un professeur de musique au lycée Henri IV à Paris. Nous étions assez cons pour le chahuter. Donc la musique n'a pas vraiment existé dans ma vie. Et quand j'ai eu un électrophone, chez moi, 15 ou 16 ans, c'était les Beatles. Et je dois dire, je continue à avoir une affection sans borne pour Paul McCartney,
qui vient, je crois, de sortir un nouveau disque. Mais franchement, c'est pas ça. C'est un mélodiste de génie. Mais voilà. Hélas pour moi, je n'écoute pas de musique et je m'en veux. Oui, vous êtes plus Paul McCartney que John Lennon. Ah oui, Pourquoi? parce que c'est la mélodie, parce que c'est The Fool on the Hill, parce que c'est Eleanor Rigby, parce que c'est aussi plus récemment une chanson qui s'appelle Jenny Wren. Ce sont des chansons qui évoquent des destins, qui inventent des personnages, et j'y suis incroyablement sensible, et je pense qu'il a une voix, qu'il avait une voix absolument magique. Alors je les aimais tous les deux, mais dès l'époque, il fallait choisir. Et j'ai commencé ma carrière de réactionnaire avec McCartney, parce que la gauche aimait mieux les Rolling Stones que les Beatles, et si tant est qu'elle aimait les Beatles, c'était forcément Lennon. Et moi, avec mon McCartney mélodiste, ça y est, j'ai été classé à droite. C'est là que j'ai commencé. C'est là que tout a commencé. Je peux vous citer, et on termine là-dessus. Vous avez écrit, M. Finkielkraut, de très belles choses, notamment ceci. Qu'est-ce qu'un classique? En effet, c'est un livre dont l'aura est antérieure à la lecture. Nous n'avons pas peur qu'il ne nous déçoive, mais que nous ne le décevions en n'étant pas à la hauteur. J'ai tenté d'être à la hauteur. Merci. Alors moi, je voudrais vous citer un merveilleux auteur colombien, un merveilleux auteur de Maxime, Nicolas Gomez Davila. Notre opinion sur un grand livre et le verdict que ce livre porte sur nous. Voilà. Merci beaucoup, M. Merci à vous. À la semaine prochaine, tout le monde. Merci.